Je me permets de rajouter, si j'ai cette possibilité encore, si vous me l'accordez, que non. Eh bien, je vais le faire quand même. Eh bien, il y a un homme dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, qui est Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, il n'y a pas qu'à Poitiers. À Poitiers, il y a eu Emmanuel Lévinas, il y a eu tous les noms que l'on a pu me dire tout à l'heure. Eh bien, Paul Ricoeur, je crois qu'il n'est pas passé à Poitiers. Il aurait dû passer par Poitiers. Bon, Paul Ricoeur a fait un excellent ouvrage qui s'appelle « Parcours de la reconnaissance ». Édition, si je me rappelle bien, Stock, 2004. Vous voyez, je connais ça par cœur parce que ce sont des textes. Et là, c'est une vision. Paul Ricoeur et Emmanuel Lévinas ont voulu d'ailleurs travailler que sur leur côté philosophique sans rentrer justement dans le côté théologique parce qu'il y avait une difficulté en France. Et d'ailleurs, on peut s'étonner comment à la fois Paul Ricoeur et Emmanuel Lévinas ont eu des difficultés, ne sont pas arrivés en définitive à la Sorbonne d'une manière directe. Ça montre bien les difficultés d'une pensée nouvelle telle qu'il la transporte, et il fallait à ce moment-là qu'il fasse prudence. Mais là, on a avec Éric une entrée tout à fait intéressante, puisqu'il fait partie de l'Institut catholique de Paris. Vous avez la parole, jeune homme. C'est Guy Le Charpentier qui se trouve là, directeur et cofondateur de Ressentez-vous, entreprise solidaire d'utilité sociale dans le bien vieillir. Et la question qu'il va nous traiter, est-ce que visiter nos aînés, c'est un métier? Vous avez la parole. Et on discutera après. Alors, visiter nos aînés, un métier. Alors, c'est le sujet qu'on m'a posé. C'est pas moi qui ai proposé ce titre. Donc, j'ai été discipliné. Ne critiquez pas les organisateurs. La critique sera constructive, vous allez voir. Pour traiter ça, si vous m'avez introduit comme un jeune homme, je vais vous parler de cette époque où j'étais encore qu'un jeune enfant. Vous aurez mon âge, vous verrez ce que c'est qu'un jeune homme. Et du coup, quand j'aurai votre âge, j'espère me souvenir de cette époque de ma vie, qui est l'enfance, où je déjeunais tous les dimanches chez mes grands-parents. J'appelais pas ça une visite, c'était une habitude, c'était une routine. Chaque semaine, chaque dimanche, je mettais mes habits du dimanche, je servais la messe le matin, et j'allais déjeuner chez mes grands-parents, dans ce sympathique village du Lot-et-Garonne, que j'aimais beaucoup. J'aimais ces moments de quiétude où ma grand-mère pied noir cuisinait toutes sortes de plats succulents d'Afrique du Nord, mais pas que, d'origine espagnole. Elle savait nous régaler. J'aimais les histoires et l'humour de mon grand-père, et j'aimais leur maison, dans ce joli village de la Roque-Timbaud. En somme, ce temps n'avait rien d'un devoir pour moi, mais c'était plutôt un repère dans ma semaine. Et ce repère relevait du plaisir. Mon autre grand-mère, ma grand-mère maternelle, veuve et résiliente de 3 AVC, habitait dans un petit appartement toulousain. Je m'y sentais en toute sincérité moins bien. Je n'étais pas toujours à l'aise et me trouvais en difficulté de communication avec elle. Plus tard, à son entrée en EHPAD, j'étais adolescent et mes visites semestrielles étaient éprouvantes d'impuissance. Je ne savais que faire, à part un baiser pour lui dire bonjour et un autre pour lui dire au revoir. Le temps me paraissait long dans cette atmosphère qui ne m'était pas du tout familière. Quand venait l'heure du goûter, une soignante entrait dans sa chambre et parfois, quand il s'agissait de la fameuse Sophie, je voyais le regard de ma grand-mère s'éclairer au son de sa voix et de ses gestes affectueux pleins d'aisance. Toutes les soignantes n'avaient pas cette cote avec elle. Mais en tout cas, en sa présence, je me disais que ma grand-mère était entre de bonnes mains. Et cela semblait rassurer ma mère et ses sœurs. Cela semblait les déculpabiliser. Cette visite, même furtive, semblait lui procurer du plaisir. À ce moment-là, je ne pensais pas qu'un jour, ces visites de personnes en EHPAD prendraient une telle place dans ma vie professionnelle. Quelques années plus tard, me voilà étudiant en master ingénierie de la rééducation à Poitiers, avec pour objectif de réaliser une expérimentation audacieuse auprès de 8 EHPAD de la Vienne.
Fort d'un protocole rondement ficelé avec le professeur Pacalin et le professeur Kemoun, nous avions pour objectif de réaliser une étude publiable dans une revue scientifique à bon impact factor. Cette expérimentation consistait à évaluer l'impact d'un programme d'activité physique adapté, centré sur des activités aérobies et des activités d'équilibre inspirées de la pratique du tai chi, auprès de personnes qui avaient des troubles cognitifs modérés à sévères. Cette étude prospective cas témoin de 15 semaines démarrait par des évaluations cognitives et motrices. Alors si visiter quelqu'un signifie se rendre chez une personne pour passer du temps avec elle, nos premiers motifs de visite avec mon collègue Nicolas étaient pour faire passer une évaluation rapide des fonctions cognitives, une évaluation locométrique, une analyse posturo sur plateforme de force ou encore une évaluation psychocomportementale. Du haut de mes 21 ans, galvanisés par l'épaisseur de notre protocole, nous nous sommes plongés dans ces visites avec plus de témérité que de sagesse. Je n'avais pas vu venir la complexité de cette entrée en relation avec des personnes que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Quand je toquais à leur porte et qu'ils découvraient mon visage juvénile, l'accueil était parfois sympathique et parfois moins. Je vous ai entendu. Pas croire. J'avais l'impression de faire du porte-à-porte avec pour mission de leur faire passer un test. Un sentiment très désagréable. J'avais l'impression d'être Séraphin Lampion dans Tintin, ce qui était plutôt dégradant. Le plus difficile était de leur faire comprendre le sens de ma démarche. Cette entrée en matière fut très instructive pour moi. Après avoir pris quelques murs, en voulant me donner de l'épaisseur en jargonnant avec du vocabulaire technique, après avoir entendu une phrase qui résonne encore en moi, d'une ancienne enseignante, lorsqu'elle comprit que l'objet de ma venue était une évaluation, « Sortez de ma chambre, je ne suis pas un animal d'expérience ». C'est à ce moment-là que j'ai découvert la nécessité d'une culture éthique et commencé à participer aux conférences de l'espace éthique du professeur Gilles à l'espace Mendes France, puis plus tard en m'inscrivant au DU de l'espace éthique de la PHP avec Emmanuel Hirsch et Fabrice Xil. Toutes ces personnes m'ont accompagné dans ce questionnement éthique. Et je continue, puisque l'éthique, c'est plus des questions que des réponses. J'ai commencé à apprendre à nager dans cet océan d'incertitude et d'adaptation relationnelle, avec pour première intention de prendre soin du lien et de créer une relation de confiance. Après tout, comme le souligne Paul Ricoeur, vous auriez dû passer chez moi. Ce n'est pas l'intention qui compte, mais l'attention que l'on porte aux détails qui peut se révéler être de véritables clés relationnelles. J'ai ainsi appris à développer davantage cette culture en cherchant une entrée en relation à la fois douce et agréable, le sourire, le regard, la parole, la posture, et surtout d'ouvrir grand mes yeux et mes oreilles. Là où on m'avait invité à une distance thérapeutique, je me suis mis à cultiver, sous le conseil de Michel Billet, une juste distance. Une juste proximité, en assimilant qu'il n'y avait pas une partition parfaite, mais quelques gammes à connaître pour que cette visite ou ces visites sonnent justes. Nous avons vu 125 personnes et avons pu garder 80 évaluations pour notre expérimentation. Nous voilà dans la deuxième partie de notre protocole. Celle-ci consistait à proposer 2 séances hebdomadaires au sein de chaque EHPAD pendant 15 semaines. Ces visites bi-hebdomadaires nous ont amenés à découvrir des personnes, leurs histoires de vie, leurs expressions, leur stress, leur potentialité endormie et leur joie et leur peine. Certaines d'entre elles étaient intrinsèquement motivées par les activités qu'on proposait. La pratique du vélo, d'autres le fait de sortir, marcher dans le parc quand il faisait beau, ou encore de partager une activité avec d'autres personnes pour rompre avec l'isolement en chambre. D'autres n'avaient aucune envie de pratiquer, mais appréciaient juste notre présence et le fait que nous venions pour elles. Et enfin, certains avaient parfois envie, parfois pas envie. N'est-ce pas là une illustration de ce qu'est concrètement la transcendance de l'autre, si chère à Emmanuel Lévinas? De semaine en semaine, je me sentais de plus en plus à l'aise, renforcé par les échos positifs de nos visites régulières. Certains résidents avec des troubles cognitifs et des troubles mnésiques me reconnaissaient, m'appelaient même par mon prénom. Alors j'ai la chance de m'appeler Guy et d'avoir un prénom de leur génération. Et me racontaient des extraits de leur vie et m'exprimaient parfois le bien-être que nos interventions leur procuraient. Certaines familles me remerciaient pour ça et me confiaient qu'il était difficile de passer de vrais bons moments avec leurs proches. Qu'elles avaient du mal à faire semblant d'écouter leurs histoires maintes et maintes fois entendues
Et dans certains cas, elles se sentaient dépourvues face à leur situation de handicap. N'étais-je pas en train de devenir cet aidant professionnel qui rassure la famille ? Les activités physiques que je proposais étaient telles la cerise ou le gâteau. Je pense qu'elles étaient un bon prétexte d'entrer en relation et un auxiliaire de lien qui plus est salutaire pour la santé physique de ces personnes, ou du moins pas délétère sur le plan physiologique. Alors pourquoi s'en priver ? Un monsieur m'avait même dit un jour « J'aime bien bavarder avec vous, mais la culture physique, ce n'est pas mon fort. Alors je vous propose que l'on fasse semblant de faire du sport, et je dirai à la directrice que l'on a fait la séance. Et en fait, on parlera comme on fait d'habitude seulement. » J'ai ainsi passé un pacte avec lui en lui disant « Si nous allons discuter dans le parc qui se situe à 200 mètres, je pourrais noter que nous avons réalisé un parcours de 2 fois 200 mètres, avec un temps de récupération et des exercices de stimulation cognitive. La santé n'est-elle pas tridimensionnelle ? N'est-elle pas comme un bon vin de Bordeaux, un vin d'assemblage, qui consiste à intelligemment mélanger des cépages, et ces cépages seraient les cépages physiologiques, psychologiques et sociaux. Prendre soin de la relation dans ces lieux de vie, n'est-ce pas prendre soin de leur santé ? Comme le souligne Michel Serres, chaque geste, chaque regard, chaque parole compte dans la construction d'une relation authentique avec nos aînés. C'est dans ces petits moments du quotidien que se révèle toute la profondeur de notre engagement à leur côté. Puis enfin, vient l'évaluation post-programme et la conclusion de notre expérimentation. Même si les résultats ont dégagé quelques différences significatives en faveur des paramètres spatio-temporaux de la marche, en faveur des groupes qui bénéficiaient du groupe de l'activité bi-hebdomadaire, et que cette étude est parue dans la revue Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, l'enseignement principal que nous avons tiré de cette expérience réside dans la sérendipité de cette démarche. Là où nous pensions que l'enjeu principal était de déterminer l'activité qui allait agir le plus sur la qualité de vie de la personne, nous avons découvert que la manière de la proposer avait autant d'importance que son contenu. Le deuxième effet qui se coule de cette expérimentation, c'est que des résidents, des familles, des soignants nous ont encouragés à poursuivre cette activité et nous nous sommes ainsi structurés pour créer notre équipe Ressentez-vous, qui compte aujourd'hui 54 salariés en Nouvelle-Aquitaine et qui impulse des activités soutenant l'autonomie et l'épanouissement des personnes âgées. Les motifs officiels de nos visites, aujourd'hui, sont dictés par des objectifs sanitaires, tels que prévenir les chutes, prévenir la dénutrition, prévenir la dépression et les troubles psychocomportementaux, et j'en passe. Mais les motifs officieux de nos visites sont à adapter sans cesse à la personne, sa culture, ainsi qu'au lieu où nous les accompagnons. Par exemple, l'an dernier, notre programme de prévention des chutes en Pays Basque a consisté à pratiquer chaque semaine des jeux traditionnels basques, tels que le lancer de bottes de paille, le tir à la corde, la découpe de bois à la scie, et j'en passe. Ces activités leur donnaient des raisons de se lever le matin, beaucoup plus que la gym douce sur chaise. Notre programme de prévention de la dépression s'est révélé être un programme de découverte du tango couplé à un thé gourmand, pour ne pas dire un groupe de parole. C'est ainsi que nous avons accompagné des personnes à se mettre en projet autour d'activités originales. Nous cherchons également à transmettre cette culture de l'activité à partager qui sonne juste auprès des soignants et des familles, en leur transmettant aussi des outils et des expériences. Prenons pour exemple les salles Snozelen. Vous savez, ces espaces immersifs de stimulation sensorielle qui visent à apaiser le stress, que l'on retrouve fréquemment en structure médico-sociale, mais qui, faute de temps et de formation des professionnels, finissent souvent comme un local de stockage. Ce que nous avons eu l'occasion d'expérimenter, c'est de former en continu un maximum de monde à son usage, et notamment des familles volontaires, pour qu'elles puissent partager une visite différente avec leurs proches. Plus simplement, nous avons récemment monté un projet baptisé les éclaireurs du Tour, autour de la popularité du Tour de France, qui fait sens aussi bien chez les anciens que chez les jeunes professionnels. Et ce projet consiste à impulser une pratique sur vélo indoor, connectée à des paysages qui défilent sur une tablette. Cette pratique vise évidemment une activité physique, mais aussi une stimulation cognitive et une réminiscence autour des paysages traversés. Et ce projet consiste à inclure les familles et les soignants dans ce partage d'activités, puisque la réminiscence, le partage d'anecdotes et l'activité physique est bonne pour ces 3 catégories de personnes. Notre culture consiste à outiller la visite pour celles et ceux qui désirent partager une activité. Là où à 15 ans, j'étais démuni face à l'accompagnement de ma grand-mère à Toulouse, lors de mes visites en EHPAD,
Je l'étais beaucoup moins à 30 ans avec ma grand-mère paternelle qui, entre 2 ponctions pleurales, s'ennuyait à mourir dans sa chambre d'hôpital. Je venais chaque semaine avec une activité à partager, un album photo, un jeu de société, une île de massage, une playlist et plein de questions à lui poser. Cette visite n'était pas professionnelle, mais mes compétences acquises me permettaient de l'appréhender plus agréablement, même si parfois la fatigue et la maladie écourtaient la qualité du moment passé. En conclusion, l'expérience de visiter nos aînés transcende le simple acte de présence pour devenir une véritable mission empreinte d'humanité. Si au départ, ces visites étaient pour moi des moments familiers, chargés de souvenirs et de plaisirs, elles ont évolué pour devenir un engagement professionnel profondément enrichissant. Guidé par la recherche scientifique et animé par une volonté d'apporter du bien-être, j'ai découvert toute la complexité de ces interactions. Comme le souligne Michel Serres, chaque geste, chaque regard, chaque parole compte dans la construction d'une relation authentique avec nos aînés. Au fil de cette expérience, j'ai compris que la véritable valeur réside dans la qualité de la relation que nous tissons avec eux, plus qu'une simple activité physique. Nos visites sont devenues des moments de partage, de connexion et de réconfort. Elles ont permis de rompre l'isolement, d'éveiller des souvenirs et de nourrir des liens affectifs précieux. Si les résultats de nos expérimentations ont apporté des éclairages sur l'efficacité des activités physiques adaptées, c'est surtout la dimension humaine qui a été mise en lumière. Prendre soin de la relation dans ces lieux de vie, c'est prendre soin de la santé dans sa globalité. À la question « Est-ce un métier de visiter nos aînés ?», je répondrai « Si la visite implique de se rendre chez une personne pour passer du temps avec elle afin d'échanger, de partager des moments, de créer des liens et souvent d'apporter un soutien moral, affectif ou même matériel, cette action n'est pas un métier, mais une compétence et une mission à cultiver pour les professionnels de santé, du social, de l'aide et du soin dans le désir de maintenir un lien social, de rompre la solitude ou tout simplement de manifester de l'affection et de l'intérêt envers autrui. Alors, tous autant que nous sommes, prenons soin de ce lien humain. Bravo beaucoup. Dans le florilège, par rapport à l'habitude, par rapport à votre grand-père ou votre grand-mère, vous auriez pu citer Bachelard. Parce que Bachelard, déjà, parce que il y a de ses élèves qui étaient à Poitiers, déjà, premièrement. Mais d'autre part, parce qu'il a fait un livre particulièrement intéressant qui s'appelle L'Instant. Et dans cet instant, il montre comment l'habitude, en définitive, devient une véritable règle de vie. Et puisqu'on est dans une réflexion sur l'éthique, eh bien, ethos, c'est justement la demeure, le lieu, c'est l'habitude, les habitus. Donc, j'ai beaucoup aimé dans votre travail, à un moment, les rapports que vous faisiez entre les choses, c'est-à-dire entre la proximité et la distance, appelant en définitive à un équilibre, à une réflexion. La réponse n'est pas évidente. C'est un peu comme Aristote, ça serait le lieu où les choses se concilient un tout petit peu. Vous voyez ce que je veux dire, qui n'est pas obligatoirement la distance médiane entre les deux. Et enfin, il y a un mot que j'ai entendu, je ne sais pas si vous l'avez prononcé, mais je crois qu'il est important, c'est comment, dans toutes ces visites, en quelque sorte, il y a une révélation de l'autre. De l'autre, ça peut s'écrire avec un petit A ou avec un grand A. J'écoutais ce matin, parce que je n'ai pas dormi de la nuit à cause de vous tous, je dois vous avouer franchement, vers les 3 heures du matin, il y avait, comment dire, sur Radio Notre-Dame, parce que j'écoute Radio Notre-Dame, chacun écoute ce qu'il peut, à 3 heures du matin, c'est pas simple, et il y avait justement sur le sens, et il y avait Bertrand Vergely, je ne sais pas si vous le connaissez, qui parlait de la présence. Et cette révélation dont vous parlez là, c'est la présence de la présence. Le sentiment de la présence de la présence. C'est-à-dire, on n'est pas seul. C'est-à-dire, il y a un au-delà à travers ces sentiments que je peux avoir, même si ça fait 10 fois que la vieille dame raconte sa même histoire, et que ça peut apparaître un peu choquant, difficile. Ce qui est au-delà, en définitive, c'est notre présence même au monde.
Qu'en pensez-vous de tout ce que je vous ai dit ? Parliez de présence, et cette question de la présence est particulièrement marquée quand les personnes ont des troubles du langage. Il est plus simple avec quelqu'un qui n'a pas d'aphasie d'échanger et de pouvoir mener une discussion. Est-ce qu'on n'échange pas avec une personne qui ne parle pas Justement, c'est ce que ou qui est aphasique? Bien sûr que si. Je dis juste que c'est plus simple, a priori. Mais en fait, la présence, pour moi, elle m'évoque ce moment où on vient, on regarde et la personne ressent cette présence. Et on ressent sa présence et on observe et on est beaucoup plus attentif. Et ça, c'est un enseignement, je pense. Le fait d'être avec des personnes quasi mutiques, là où j'étais qu'avec des gens peut-être trop logoriques jusqu'ici, je me retrouvais face à des gens qui ne parlaient pas. Et ça a été un enseignement fort puisque ça m'a éveillé à d'autres sens. Et du coup, effectivement, il y a une communication qui s'établit, une communication non verbale, et il y a beaucoup de choses qui se passent, jusqu'à, j'ai le souvenir, à la Grand Maison des Sacré-Cœur, un EHPAD qui est juste au-dessus, là, m'être occupé d'une sœur pendant 1 an et demi, une sœur qui ne parlait pas. Elle était mutique, totalement mutique. Et puis du coup, sur sa fin de vie, j'étais à son chevet, je continue à aller la voir, à la visiter, et elle a parlé. Elle m'a dit quelques mots. Ce qui avait surpris la mère supérieure, à tel point qu'elle avait voulu revenir avec moi pour voir si c'était vrai. Et en fait, cette dame, j'ai l'impression que cette présence, sans comptait pour elle, à tel point qu'elle a daigné me dire quelques mots. Ces mots étaient merci, étaient bonjour. C'était tout simple, hein. Et c'était des mots, j'avais jamais entendu sa voix pendant plus d'1 an et demi, j'avais pas entendu sa voix. Et je pense que c'est le fruit d'une réelle présence. J'étais ici, maintenant, avec elle, et depuis des années. Et elle voyait une forme d'habitude qui s'était créée, et une forme de manière d'être chez moi, qui avait inspiré confiance à cette dame, et qui avait eu envie de se lancer en me disant ces quelques mots. C'est l'analyse que j'en fais. Donc du coup, cette présence-là, la présence de la présence, elle est fondamentale. Et en particulier quand il y a beaucoup moins de mouvement, quand il y a beaucoup moins on va dire, d'intérêt dans le fond des propos. Je parlais de cette famille qui en a marre en fait d'entendre toujours la même chose. C'est beaucoup plus difficile d'être présent réellement là et de s'émerveiller de la vie qu'on a en face quand on a connu la personne pendant 50 ans, 60 ans, plutôt qu'un jeune professionnel comme moi qui, par curiosité, essaye des choses, par humanité, se sent à sa place, et je me sentais professionnellement à la place. Donc, je pense que la visite n'est pas un métier. En revanche, cette posture, c'est une culture qui n'est jamais acquise, qui est très complexe, qui dépend vraiment d'un individu, enfin d'un individu à l'autre. C'est radicalement différent, et c'est ce qui est passionnant et ce qui fait que les jours se suivent et ne se ressemblent pas, y compris en EHPAD. Je suis près de vous. Parce que je voudrais vous poser une question par rapport à ce qu'il nous a dit là. Est-ce que la philosophie est un métier ? Moi, je ne pense pas. Pour vous titiller un peu, vous voyez. Moi, vous qui êtes prof de philosophie, moi, je ne le pense pas parce que je suis un peu comme Pierre Hadot. Et Pierre Hadot, qu'est-ce qu'il disait ? Que la philosophie, c'est une manière de vivre. Est-ce que vous ne pensez pas que ce que vient de nous dire Guy, là, en définitive, n'est pas de cet acabit-là, en définitive ? Qu'en pensez-vous ? Tout à fait. Je ne pense pas que la philosophie soit un métier. Bien sûr, elle suppose une connaissance, une application à lire les pensées de ceux qui nous précèdent et à essayer de rentrer dans leur questionnement. Mais elle est essentiellement, oui, Pierre Hadot a raison, un art de vivre, une façon d'entretenir les relations que nous avons avec la nature, les autres et soi-même aussi. Les trois
disons, point d'accroche de nos relations. Ma question va être encore pire. Est-ce que vous ne pensez pas que les professionnels de santé devraient justement réfléchir, voir ce que les anciens, comme vous avez dit, l'ouverture d'esprit, est-ce que vous ne pensez pas que ces éléments-là, est-ce que ça ne manque pas dans une période, et peut-être M. Gilles est là, où la conduite à tenir prévaut et où on ne réfléchit plus, car tout doit être fait extraordinairement rapidement, puisqu'il y a même un problème de performance, puisque même le système économique, à l'acte, et en rapport avec tout ceci, en particulier, qu'en pensez-vous ? Je n'ai pas de leçon à donner aux professionnels de santé. J'ai une fille infirmière et j'ai suivi de très près sa formation à l'IFSI ici de Poitiers et j'ai été un peu surpris du peu justement d'heures qui étaient consacrées à la réflexion, la déontologie, la philosophie de la relation simplement avec autrui. Voilà. Vous voyez, il suffit que vous retourniez. Maintenant, vous avez le directeur général adjoint du CHU. Il va pouvoir vous dire où on peut réfléchir quand on est soignant dans les cafés éthiques, parce que sa patronne, on a fait ça pendant 5 ans. Et je peux vous dire que c'est fondamental. Et encore faut-il attirer les soignants, ce qui est la chose la plus difficile. Quelle est l'expérience chez vous, mon cher ami ? L'expérience des cafés éthiques, oui, c'est vrai que nous l'avons. Alors par rapport à soignants, plusieurs remarques. Je crois que les progrès de la médecine ont mis en avant la technique et même la gesticulation technique. Et cette gesticulation technique, elle est un peu aussi une barrière protectrice contre le ressenti. Quand un soignant était impuissant, il devait être et il pouvait être plus proche. Au fur et à mesure où on a construit des barrières, d'une certaine manière, on a privilégié l'action et on s'est aussi protégé d'une certaine manière de la réflexion. Il faut que les soignants arrêtent de se protéger. Oui. Alors, c'est vrai aussi que Descartes disait « Les actions de la vie ne souffrent aucun délai ». Et nous avons donc toujours ce prétexte pour éviter effectivement d'aller vers la pensée. Alors la pensée, c'est quoi ? La pensée, c'est quel est le sens de mon métier ? Je pense, je l'ai écrit, mais c'est peu lu, ça n'a pas d'importance, que la souffrance des soignants est essentiellement une souffrance éthique. Et on le voit grandir de plus en plus. On croit qu'il y a des manières de faire qui vont changer. Non, ce qui vont changer, c'est quel sens a mon métier. Et la philosophie du soin, c'est précisément de dire pourquoi je me suis levé, pourquoi je vais vers les autres, pourquoi. Et je crois que tant qu'on n'aura pas considéré cette question comme nodale, eh bien, c'est vrai que on risque d'acculer les soignants à la technique, parce que là, tout est clair. Vivent les infirmiers et infirmières qui sont extrêmement flexibles, qui peuvent changer de service tous les 8 mois, parce ils peuvent être considérés comme performants et parfois sont-ils honorés comme tels, alors que c'est vrai qu'il y a une autre catégorie qui a une grande longévité dans des services qui aujourd'hui ne sont pas reconnus. On va sortir les IPA, heureusement, parce que c'est une profession qui a des richesses importantes, mais ce cheminement-là doit être retrouvé. Voilà. Je crois que ce n'est pas le tout de bien former sur un plan technique. Il faut aussi que les soignants puissent apprendre
à utiliser leur pensée et surtout qu'on leur reconnaisse ce besoin. Voilà. C'est le travail. Oui, qu'on leur laisse le temps, bien entendu, je suis d'accord avec toi, parce que les cadences sont absolument impossibles, y compris et surtout chez les soignants, soignants et soignantes. C'est le rôle de l'espace éthique de faire tout cela. C'est bon, c'est ce qu'il faut. Alors, je voulais compléter, je suis relativement d'accord avec ce qui est dit. La difficulté qu'aujourd'hui les hospitaliers et dans toute la dimension, dans tous les métiers qui sont derrière le terme d'hospitalier. Les médecins, les paramédicaux, les pharmaciens, les techniques, les logistiques, les administratifs. Au CHU de Poitiers, c'est 9000 personnes qui sont hospitaliers. Aujourd'hui, il y a un manque de temps, mais ce manque de temps s'explique pour plusieurs raisons. Une difficulté également, vous l'avez dit, monsieur le professeur Gilles, c'est que l'exercice médical, l'exercice des soins paramédicaux est devenu beaucoup plus complexe par l'enrichissement scientifique, l'enrichissement médical. Mais pas seulement. Il y a aussi une société qui est devenue plus complexe, plus normative par, je pense, l'aversion au risque qui est de plus en plus élevée, et on veut se prémunir de tout. Et en souhaitant se prémunir de tout, dans un état de droit, c'est pas une critique contre l'état de droit que je vais porter, mais en souhaitant se prémunir de tout, dans un état de droit, il faut pouvoir... Ce qui est oral n'existe pas. Il faut pouvoir tout écrire, tout tracer. Et on alourdit la charge de chacun, de la directrice générale jusqu'au plus modeste hospitalier. Chacun écrit, trace. Le médecin doit, dans le dossier du patient, informatique ou papier, réévaluer et tracer toutes ses prescriptions. L'infirmier, l'aide-soignant, doit tracer tous ses actes, tous les relevés des constantes. Et cela est essentiel à la fois pour être en capacité de dire ce que l'on a fait au patient, le respecter dans sa dimension individuelle, dans ses droits, à l'information, ainsi de suite, et dans l'hypothèse d'une difficulté médico-légale, de pouvoir, lorsque, dans le cadre d'un précontentieux ou d'un contentieux, le juge demande le dossier du patient et s'assure que le patient a été traité conformément à l'état de l'art actuellement. Et donc tout cela, sur tous les secteurs, amène à un temps, on va dire, c'est ce qui est appelé le temps administratif, mais le temps qui n'est pas du soin l'emporte, grossit au détriment de ce qu'on pense être le temps du soin et le temps passé avec l'autre. Et ça, c'est une réflexion qui mériterait sans doute encore un autre colloque. Et là, l'autre chose, c'est ensuite, on n'a pas assez de temps. Mais là, ça renvoie à des choix de société également très important, c'est que dans le même moment où l'aversion au risque est sans cesse plus forte et nous amène à nous protéger, on le dit dans nos réunions, on fait ceinture et bretelles et parachute, et donc on écrit, on trace, on passe beaucoup de temps là-dessus. Et il y a l'autre chose, c'est que ce paradoxe-là voudrait que cet objectif-là voudrait qu'on passe plus de temps au travail, et que le paradoxe, c'est que, de manière globale, depuis des dizaines d'années, l'aspiration de chacun, en tout cas de la majorité des Français, c'est réduire le temps passé au travail. Et donc, paradoxalement, on va avoir plus de temps pour soi, plus de temps libre, condenser, réduire le temps passé au travail, et ce temps réduit et ce temps passé au travail que l'on veut réduire, il est extrêmement densifié par les métiers, la raison d'être de nos métiers au départ, et la stratification moi je pense, ça je livre un jugement personnel, d'une suradministration pour protéger chacun, que ce soit notre patient, mais se protéger soi-même dans l'exercice de son métier. Et là, il y a encore une quadrature du cercle qui me semble bien difficile à dépasser, et je sors un peu du colloque, mais c'était pour dire que j'étais en partie d'accord avec vous, mais pas tout à fait sur le fait qu'il n'y a pas que des cadences infernales qui seraient imposées par un manque de soignants, il y a des cadences infernales qui sont imposées par, je pense, ces deux sujets-là, un temps soignant réduit par l'administratif, du fait de l'aversion au risque, et un temps au travail réduit du fait de nos choix personnels. Vous avez totalement raison, dans la mesure où nous sommes passés d'une société des actes, en tant que soignants, à une société des risques. D'ailleurs, quand on m'avait demandé de faire un article
sur le consentement, je ne l'avais pas fait sur le consentement. Je l'avais fait de la manière dont les soignants sont amenés à écrire ce qu'ils ont exactement dit dans le compte-rendu, ce qui permet que si jamais plus tard il se passe quelque chose, il y ait une preuve. Donc on est dans... Mais ça mériterait un autre colloque, je pense. Roger Gilles là, va sûrement nous construire cela, parce que, lorsque la loi du 4 mars 2002 est faite, et qu'on parle du consentement, et en même temps à peu près, ou un peu plus tard, on fait les dépenses en fonction de l'activité. On a complètement oublié de mettre une lettre clé pour le consentement, alors qu'on exige le consentement. Donc il y a quand même des éléments qui ne sont pas à la perception de nos législateurs, qui, dans une partie, vont exiger quelque chose et vont peut-être quelquefois oublier de financer. C'est le cas des soins palliatifs, pour prendre cet exemple, où tout le monde les réclame, et on risque de passer à d'autres solutions parce qu'ils sont peu nombreux. Enfin, on discutera de tout ça dans un autre colloque, si vous voulez bien, et on va motiver Roger Gilles pour le monter. Nous